Alors Place2Be est une association à but non lucratif évidemment, qui est née en fait avant la COP21 à l'initiative d'une journaliste, Anne-Sophie Novelle, qui avec un sommet climat qui venait pour la première fois en France à Paris, s'est dit que c'était l'occasion en fait de créer un lieu d'accueil de ce qu'elle appelle les narrateurs en fait, ce qu'on continue à appeler les narrateurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent sur la manière dont on raconte le climat, dont on raconte les impacts du climat, les solutions possibles. Un lieu où allaient venir les journalistes, les blogueurs, les artistes, tous les citoyens, etc. Ce lieu a eu pas mal de succès puisqu'on a accueilli plus de 10 000 personnes pendant les 2 semaines de la COP21, ce qui fait que depuis début 2016, en fait, Place2Be s'est structuré pour ne plus seulement animer un lieu, mais devenir une ONG permanente qui travaille sur ces questions-là de récits autour de l'environnement, du climat ou de ce qu'on appelle maintenant en 2018 la transition plus généralement. À travers Place2Be, on fait partie de cet écosystème d'ONG environnementales, on travaille avec elles de manière assez régulière. Régulièrement, on essaye un peu de voir comment est-ce qu'on peut venir justement apporter nos petites briques de nouveaux récits, de nouveaux formats, de nouvelles manières de toucher le grand public. Et là, on s'est dit qu'avec cet appel qu'on connaissait à travers les actions de Notre Affaire à tous et de Climate en particulier, c'est l'occasion en fait, un grand appel d'aller chercher des gens qui signent pas habituellement des pétitions sur Avaaz et sur Change.org. C'est l'occasion de parler à des personnes qui réfléchissent pas en se disant tous les matins mince mais est-ce que la loi nous permet de bien protéger l'environnement, et de leur en parler d'une manière différente. On a un certain nombre de partenaires qui sont un peu plus entre guillemets originaux que d'autres ONG. Parmi ces partenaires là qu'on a depuis la COP21 avec qui on continue à échanger, il y avait Ben & Jerry's, les glaces bien connues, et ils nous ont dit qu'ils étaient partants en fait pour essayer d'accompagner une campagne sur les questions climatiques cette année. Donc on s'est dit bon bah là il y a quelque chose à faire, il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on se dise on a une action qui est portée par des ONG, elle va parler à un certain nombre de gens qui sont convaincus, etc. Comment on va chercher les indifférents. Alors on a déjà, nous ce qu'on fait assez souvent, c'est-à-dire c'est un peu bête de le dire comme ça, mais on fait pas mal de relectures et de propositions, c'est-à-dire qu'on essaye de se mettre un peu avec notre œil de gens qui cherchons toute l'année en fait de nouveaux formats de communication, de nouveaux wordings, de nouvelles manières d'en parler, et on a dit bon bah peut-être que l'appel, la manière dont vous allez le présenter à travers ces contenus-là, etc. On peut le twister un petit peu de cette manière, comme ça on va pas parler uniquement aux gens qui ont leur carte chez les écologistes, mais peut-être à des personnes qui connaissent pas ça. Peut-être qu'il y a tel canal qu'on pourrait mobiliser parce qu'il va être vu par davantage de gens que uniquement celles qui vont recevoir le mail, qui sont habitués à recevoir ce type de mail là. Et ensuite c'est se dire, nous c'est une grosse partie de ce qu'on fait depuis la COP21, l'événementiel c'est un vrai canal pour nous de parler à des gens, à des vrais gens qui habituellement sont pas confrontés à ça. Quel lieu on va pouvoir trouver, quelles occasions on va pouvoir trouver de déjà parler de la constitution écologique pour essayer de trouver des signatures. Et c'est ce qu'on a fait en disant, avec Ben & Jerry's notamment et les autres partenaires, on peut aller au Solidays, un festival de musique, on peut organiser un autre événement, on va à la fois essayer de toucher les journalistes pour qu'eux ils soient relais, mais aussi effectivement peut-être des jeunes, des classes, etc. et construire des choses qui sont vraiment du réel et pas uniquement du en ligne, même si le en ligne est toujours aussi important. Aujourd'hui, on peut être clair sur le fait qu'on n'a pas, on a du retard en fait sur les questions juridiques, légales, mais également tout le framework, on va dire politique, de comment les députés votent les lois sur la prise en compte de l'environnement. Aujourd'hui, effectivement, dans la Constitution, on a des grands principes qui sont obligés d'être respectés, que le Conseil constitutionnel vise à ce que ce soit respecté, la liberté d'entreprendre, un certain nombre de droits de l'homme, etc. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de lois ou beaucoup de jugements qui peuvent être pris, et malgré le fait qu'ils vont avoir un impact souvent parfois désastreux sur le climat, sur une parcelle de terre qui devrait être protégée, le Conseil constitutionnel, lui, il n'a rien à dire là-dessus, c'est pas dans la Constitution, on peut voter la loi comme on le veut, etc. Le but, ce serait justement d'avoir cette fois-ci un aiguillon qui fait que tous ces décideurs, ces grands décideurs qui sont assez loin de nous, citoyens, mais qui ont un grand impact sur nous, se disent « Ah là non, par contre, je suis en train de franchir une limite, peut-être une limite planétaire, peut-être que non, je vais créer une ouverture où on va avoir beaucoup de gaz à effet de serre parce que la loi, elle ouvre quelque chose qui était interdit jusque-là, je peux pas me permettre ça, voire je vais casser quelque chose qui était bien pour l'environnement et je peux pas revenir en arrière parce qu'on dit non, on revient jamais en arrière, on fait que mieux sur l'environnement. » Alors
ce moment, notamment suite à la démission de Nicolas Hulot, on a pas mal de gens qui se positionnent. On a un appel de 200 personnalités qui appellent le gouvernement à se repositionner sur les questions environnementales. On pense que toutes ces personnes qui annoncent qu'elles sont concernées, qu'elles veulent qu'on fasse plus, elles peuvent complètement se mettre derrière cet appel, parce que la constitution écologique, ce serait une bonne manière de montrer qu'il y a un changement de braquet au niveau de l'État français. Nous, on continue de toute manière à essayer d'ouvrir vers des entreprises, par exemple des entreprises du digital, qui sont assez concernées par ça et qui sont souvent suivies par des jeunes. Évidemment, quand vous allez régulièrement sur votre navigateur, c'est un bon endroit où on peut se faire interpeller, par exemple. Et puis ensuite, à Place to Be, nous, on est assez convaincus que les célébrités les plus éloignées sont souvent les meilleures, les plus éloignées de ces sujets sont souvent les meilleures pour en parler. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment en permanence d'aller chercher des artistes chanteurs, des acteurs, des youtubeurs, des personnes qui ont leur propre audience pour parler de choses qui sont plus de l'émotionnel, du loisir, de l'art, etc. Et on pense qu'elles sont aussi une manière de parler de ces sujets-là qui va pousser les gens à se dire: allez, cette fois-ci j'y crois et j'ai envie d'y aller. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est aussi de rassembler davantage de personnes de ce secteur. Alors, je pense que je ne serais pas à faire du jeunisme excessif en disant les jeunes sont l'avenir de la planète, on peut compter que sur eux, mais il y a quand même des axes qui me semblent vraiment importants et c'est pour ça qu'on trouvait ça ultra pertinent d'aller travailler avec ces associations jeunes qui portaient cet appel. Le premier, c'est que évidemment aujourd'hui les publics qu'on peut toucher via les réseaux sociaux, via les vidéos YouTube, via des acteurs un peu innovants sur le récit, c'est souvent les jeunes. Donc on a ces outils-là qui sont des outils qu'on sait à peu près manier, que les ONG peuvent utiliser sans forcément avoir des fonds limités. Donc essayons d'être convaincants vis-à-vis de ce public-là. Donc essayons aussi que ce soit des jeunes qui parlent à des jeunes et pas des vieux qui arrivent avec une casquette à l'envers et qui fait et comment vas-tu ami jeune. Le deuxième point, c'est quand même que y a des questions de temporalité qui font qu'aujourd'hui il faut quand même que pas mal de gens comprennent que ça va les impacter sur 30, 40, 50 ans et que c'est aujourd'hui qu'ils peuvent peser et que il y en a certains, ils peuvent quasiment se dire que c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs petits-enfants. C'est un peu déprimant parce que c'est pas parce que c'est pour tes petits-enfants que ça te concerne pas, mais je trouve que quand aujourd'hui on a 15, on a 18, on a 20 ans, c'est évident qu'on doit se demander qu'est-ce que je peux faire pour que mes 30 prochaines années elles soient meilleures, ou pour qu'en tout cas en 2050 je sois pas à essayer de trouver un radeau pour rejoindre le boulot à la Défense parce que tout est inondé à Paris comme une semaine sur deux, quoi. Donc soyons cohérents, on parle de constitution écologique, on parle d'écrire des lois sur les 20 prochaines années, mettons les jeunes au centre, quoi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on considère nous que le récit est super important? C'est que, alors d'une part, on était parti d'un constat qui était que même juste avant la COP21, en faisant des sondages auprès de la population française avec notre partenaire BVA, on voyait que le climat et l'environnement en général a toujours autant de mal à se hisser vers les premières préoccupations. Ça passe toujours derrière des préoccupations qui sont bien plus quotidiennes, qui mettent des personnes dans des difficultés au jour le jour et qui ne sont pas aussi lointaines que peuvent l'être les questions environnementales, le chômage, la sécurité, l'avenir de mes enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir faire des études, etc. Et donc on pensait que nous, un des éléments qui était à la base de ça, c'était l'absence d'un récit cohérent en fait sur la question climatique, sur la question environnementale. Alors sans parler de choses extrêmement dramatiques, mais c'est quand même un exemple qui parle assez souvent, en fonction de si on parle du climat de manière abstraite ou si on donne un exemple qui passe à travers le fait que la guerre en Syrie par exemple, elle avait à l'origine des causes aussi de conflits locaux dus à des questions climatiques, et tout ça c'est une chaîne d'événements qui peut entraîner ensuite des attentats à Paris. C'est pas le même récit en fait, les gens n'ont pas la même compréhension de ce que ça signifie climat pour eux ou pas. Et ça fait qu'il y a des récits qui sont des récits durs, qu'il faut changer, mais à la limite c'est pas forcément le plus grave, mais il y a surtout une question de récit culturel en fait, c'est-à-dire que soit au quotidien on vous montre des choses qui mettent de côté l'environnement n'est pas une question, et donc vous, votre manière de comprendre l'information, votre manière de comprendre les questions politiques en général, les questions économiques, elle n'intègre pas cette valeur. Soit même quand c'est une série américaine, même quand c'est un journaliste économique à la télé, même quand c'est un dessin animé pour votre enfant, il y a une prise en compte de ces points-là et ça devient un réflexe. En fait, on se pose la question, quel impact a l'environnement sur moi, quel impact ai-je sur l'environnement? Et là, ça change
juste les comportements. En fait, à la fin, ce qu'on regarde avec tous les experts, c'est que c'est une question de comportement, et les comportements, souvent, c'est des choses qui ne sont pas intellectualisées. C'est du réflexe, en fait. On tombe dans des routines, et ça, c'est un récit personnel, un récit aussi partagé, culturel, qui peut changer ça. C'est pas uniquement un message de temps en temps, une campagne de publicité, le ministre qui vient vous dire il faut utiliser la poubelle verte ou la poubelle jaune. C'est quelque chose de beaucoup plus en amont et de beaucoup plus ancré, qui est en lien avec ce que c'est pour moi la vie, ce que c'est pour moi le bien, ce que c'est pour moi, qu'est-ce qui crée de l'émotion chez moi ou non. Et c'est un peu ça qu'on appelle le récit, ce qui est très simplifié, mais ça marche quand même plutôt pas mal quand on dit récit, les gens voient. Pour la planète, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de mots qui font un peu peur, effondrement, il est trop tard, on a un maximum d'études qui sortent sur ces sujets-là, donc ça devient de plus en plus dur de voir encore le petit tunnel qui nous permettrait de sortir par le haut. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution en fait qui me semble importante, qui passe notamment à travers la culture en fait, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de romans à succès, de séries télé, etc. qui font un peu écho sur les sujets notamment de changement climatique, mais les sujets environnementaux en général. Et j'ai l'impression que petit à petit en fait, on va avoir quelque chose qui va devenir plus évident pour tout le monde. Et donc moi, mon aspiration, c'est que à travers des choses aussi bêtes que la dernière série américaine sur Netflix ou le roman jeunesse qui sera le nouvel Harry Potter, on est des personnes qui dès 10 ans, dès 12 ans et après toute leur vie, elles se disent que ça devienne une de leurs priorités, et elles réalisent en fait que c'est une priorité qui a un impact sur plein d'autres, sur la sécurité, sur l'emploi, sur l'économie, et que ça entraîne une action ensuite au champ politique, parce que malgré tout, il ne faut pas se faire d'illusions. On peut faire plein de choses, on dit souvent que le politique ne peut pas tout, mais en réalité si, que ce soit à travers les négociations internationales ou les lois d'un pays, en fonction de la personne pour qui on vote, on n'aura pas du tout les mêmes actions au niveau environnemental.